Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une très belle journée d'été. C'est le 24 juillet, donc 2026. Euh, Est-ce que c'est troublant un peu? Oui, dans le sens qu'on s'approche d'une date qui est le 15 août. Je sais que peut-être ça ne dit rien à personne, le 15 août, mais moi, quand je suis arrivé au Canada, il y avait une dame âgée, très âgée, une dame italienne, et puis qui était immigrée ici dans les années 1920, imaginez. Et puis elle me disait qu'à la télévision et à la radio, on parle tout le temps de météo, mais finalement, deux dates sont importantes, elle disait. C'est le 15 août. J'ai dit, mais pourquoi le 15 août? Mais oui, parce que le soir, le 15 août, il commence à faire frisquet. Et donc, on ne peut plus jaser avec la voisine là, sur le perron de la maison. Et puis, pourquoi le 15 février? Ben, le 15 février, c'est parce que désormais, l'hiver est déjà avancé et on s'approche finalement de la fin de l'hiver avec le mois de mars. Et donc, même les tempêtes de neige les pires ne sont pas très sérieuses. C'est ça qu'elle disait. Non, mais je dois vous dire, depuis 60 ans que je regarde la météo, moi aussi, je trouve que le 15 du mois d'août est parfait et le 15 du mois de février, plus ou moins, c'est parfait au niveau aussi, pour dire des changements importants. Donc, finalement, on s'approche finalement peut-être un jour de la fin de l'été, mais pas un jour, mais rapidement, de la fin de l'été, ou enfin de la fin qu'on transpire même la nuit, là. La nuit commence à faire frais. Et voilà. Une fois parlé de météo, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'un sujet vraiment très intéressant. Ben, à mon avis, ils sont tous intéressants, les sujets de l'économie. Mais ici, le sujet se réfère à l'économie en forme de K. Vous savez que la lettre K il y a une tige verticale, plus il y a une tige montante, et puis une tige descendante. Et donc, une économie à forme de K, ça veut dire que vous avez une partie de la société qui grandit, et puis une partie de la société qui diminue. Et malheureusement, et c'est vrai, et tout ça, c'est vrai. Donc, juste pour vous dire le concept, là, regardez, c'est marqué à la première page. Il vous dit, donc, réserve, là, il vous dit que c'est la, c'est basé sur la concentration du patrimoine, des dépenses et des salaires. Et ça, c'est juste aux États-Unis. Parce que j'ai fait ça avec l'intelligence artificielle, qui est merveilleuse. Elle fait ça comme ça, là. Et donc, oui, c'est vraiment intéressant. Donc, de quoi il s'agit? Donc, si on va à la page 2 vous dit qu'est-ce que c'est qu'une économie en cas? Donc, c'est une reprise, c'est-à-dire quand l'économie reprend, une économie en cas, une reprise en cas, décrit une économie qui, après un choc, mettons le COVID par exemple, un choc, se scinde en deux trajectoires opposées, plutôt que de suivre une seule courbe de reprise partagée par tous. C'est-à-dire quand il y a, après le choc finalement économique, d'une raison, peu importe la raison, finalement quand on a ce choc et puis l'économie reprend, en réalité ce n'est pas que tout le monde, 100%, y gagne. Et une partie gagne plus, et l'autre peut-être gagne sans trop bouger finalement. Et c'est ça l'économie en cas. Donc regardez, la branche haute, c'est les ménages à haut revenu, détenteurs d'actifs financiers et grandes entreprises dont la situation dépasse largement son niveau pré-choc. Tandis que la branche basse, c'est donc la partie du cas qui descend, ménage à bas et moyen revenu dont le pouvoir d'achat stagne ou recule face à l'inflation cumulée. Finalement, l'origine du terme, il vous dit que ça vient d'un monsieur qui avait donc popularisé par l'économiste comportemental Peter Atwater, largement repris depuis 2025 par la Fed, la Fédérale Réserve, par les analystes de Moody et la presse financière. Donc, euh, le, le, donc, c'est marqué en bas, voyez-vous, c'est marqué, sauf indication contraire, les données présentées ici se réfèrent à l'économie américaine. Est-ce que ça nous influence? Oui, nous aussi. Enfin, moi, je dirais que c'est valable aussi pour nous. Si on continue à la page suivante, donc nous sommes à la page 4, les origines du phénomène. Donc, il y a quatre forces qui ont creusé l'écart depuis 2020. Donc, politique monétaire, là on parle du 2020 parce que c'était avec la COVID et puis tout ça. Donc, il y a politique monétaire ultra accommodante, c'est-à-dire des taux d'intérêt bas,
et des injections massives de liquidités de la part de la Réserve fédérale ont gonflé la valeur des actifs financiers, profitant surtout aux détenteurs de portefeuilles. Donc, qui avait des portefeuilles d'actions et puis tout ça a gagné avec cette politique monétaire. Le 2, la numérisation accélérée. Donc, le télétravail et le commerce en ligne ont avantagé les grandes plateformes technologiques et les travailleurs du savoir au détriment du commerce à proximité. Finalement, on finit tous pour acheter, par exemple, des produits par Amazon et puis tout ça. Et puis finalement, plutôt que d'aller magasiner comme on faisait autrefois. Je me souviens qu'avec ma femme, on passait d'un magasin à l'autre, mettons sur la rue Sainte-Catherine, et ça passait. Moi, je me fatiguais un peu, mais ma femme était toute excitée à voir les magasins. Aujourd'hui, on ne visite plus les magasins, on dirait. Euh, on regarde sur Internet et puis on commande et puis c'est tout. Puis si on n'est pas content, ben on le renvoie et puis on le change avec un autre produit. Le numéro 3, effet de recherche boursier et immobilier. La remontée des marchés et des prix des maisons a surtout profité aux ménages qui détenaient déjà des actifs avant la pandémie. Donc, qui avait déjà des actifs, eh bien, ça a pris de la valeur. Puis, je dois vous dire, absolument, c'est vrai. Moi, j'ai acheté un petit studio il y a, je ne sais pas, c'était en 2014, je pense que c'est ça. Et puis, dans l'espace de pratiquement quelques années, le 200 000 qui m'avait coûté, la valeur était rendue à 300 000. Ça, c'est l'effet de richesse boursier et immobilier. Finalement, 4, l'inflation cumulée depuis 2020. Donc, les prix ont grimpé d'environ 25% depuis 2020, avec des hausses encore plus marquées pour l'épicerie, le logement, l'électricité, un panier qui pèse davantage que les ménages à faible revenu. Ça, c'est vrai, regardez l'inflation, une fois de 25% depuis 2020. Donc, finalement, si nos salaires sont restés desquels depuis 2020, ben, finalement, on a perdu 25% de son pouvoir d'achat. Le graphique que vous avez à la page 5, c'est intéressant à regarder. Et il vous montre sur l'axe vertical, il vous montre la partie des dépenses. Donc, et il vous dit, donc, et sur l'axe horizontal, il vous montre comment dire, les trimestres. Les derniers, c'est il vous montre le T1, c'est le premier trimestre 2025, et T2, le deuxième trimestre 2025. Et puis, il parle d'un début de 1990. Donc, regardez qu'est-ce que ça dit tout ça. Il nous dit que part de 10% des ménages les plus riches dans les dépenses de consommation totale. Donc, finalement, il y a, comment dire, ceux qui font, regardez, juste en résumé sur la droite, peut-être c'est plus simple. Regardez, il vous dit que 49,2%, c'est la part des dépenses totales assurées par le 10% supérieur au T2 2025. Un sommet depuis le début de ces années en 1989. Donc, imaginez, c'est récent finalement ce phénomène-là du cas là, avec les deux branches, une qui monte, une qui descend. Donc, et 2,5% en rouge, je dis, c'est la part du patrimoine net national détenu par la moitié des ménages les plus pauvres, contre 31,7% pour le premier le plus riche. Donc, et il vous dit que finalement, la reprise économique, ça a servi en forme de cas. C'est-à-dire, les riches sont devenus plus riches et les pauvres, ben, ça stagne. C'est ça que ça veut dire. Mais à cause de l'inflation, ils gagnent moins. La page suivante, ils nous disent qui monte dans la branche haute, donc du cas qui monte. Donc, il dit l'1% le plus riche détient, le 1% le plus riche détient 31,7% du patrimoine net des ménages américains au T3, donc au troisième trimestre 2025. Un sommet historique depuis le début des données en 1989. Donc, c'est un phénomène récent, finalement, c'est ça encore une fois. 2, le détenteur d'actions. Donc, le 10% des ménages les plus riches possèdent désormais 93%
de la valeur des actions et fonds communs détenus par les ménages. C'est-à-dire, il y a une petite portion de la population qui possède tout le marché boursier finalement, c'est ça que ça veut dire, ou tous les outils qui sont traités à la bourse. Les consommateurs à haut revenu, donc il nous dit le 10% supérieur du revenu représente 49,2% des dépenses de consommation totale, contre 43% en 2020. Donc ça a monté pas mal. Depuis 2020 à aujourd'hui, au mois 2025, finalement, c'est passé à 49,2% contre 43% et environ 35% au début de l'année 1990. Donc finalement, pour vous dire comment finalement la distribution de la reprise économique a avantagé finalement les riches et n'a pas nécessairement avantagé autant du tout, enfin les moins riches. Donc les salariés du haut de l'échelle. Depuis 2025, la croissance salariale s'accélère du nouveau le plus vite chez les hauts revenus, selon la Fed, les statistiques de la Réserve fédérale d'Atlanta. Donc un renversement de la tendance pandémique. Donc, il vous dit que finalement, ce sont, encore une fois, ce sont les riches qui s'enrichissent encore plus. Mais quand on dit les riches, c'est pas que c'est des gens mauvais. Autrefois, on disait, ah, le riche est coupable de fraude et tout ça. Non, pas du tout. Là. C'est simplement qui a accumulé de la richesse a la possibilité d'en cumuler encore mieux avec une reprise économique. Donc, ça, c'est la, ça, c'est la page suivante. Hein? Oui, merci. Ça, c'est Gary qui tourne. Oh, oh, oh. Merci. OK. Donc, qui décroche dans la branche, parce que là, c'était la branche montante. Là, c'est la branche baisse, à la baisse. Donc, la moitié inférieure des ménages, ne détient que 2,5% du patrimoine total du pays. Imaginez, ne détenant que 2,5% du patrimoine net total du pays, et c'est une part proche de son plus bas niveau historique. Okay. Les travailleurs, parce que, excuse-moi Gary, c'est parce qu'ils m'ont parlé au micro ici. Donc, au téléphone. Donc, les travailleurs à bas revenus. Donc, croissance salariale d'environ 1,4% sur un an, contre près de 4% pour les hauts revenus. Donc, les hauts revenus sont montés de 4%, et puis ceux qui n'étaient pas dans les hauts revenus, déjà, ben, ça a monté un peu moins. Donc, pas mal moins, 1,4%. L'écart le plus large observé depuis environ 10 ans, selon the Bank of American Institute. Ensuite, les consommateurs sensibles au prix, de plus en plus attentifs au rabais et hésitants à dépenser par des biens non essentiels, pour des biens non essentiels, selon le livre beige de la Fed. Le livre Fed de la beige, c'est un ensemble de statistiques de la Réserve fédérale périodique, américaine toujours, on parle toujours des États-Unis. Les ménages endettés, hausse des retards de paiement sur les prêts automobiles à risque, alors que pour les prêts, alors que les prix ont grimpé d'environ 25% depuis 2020, avec des hausses plus fortes encore pour l'épicerie et le logement. Donc, voilà, si on continue avec, on va voir là, les indicateurs de concentration. Donc, 4 mesures indépendantes pointent toutes dans la même direction, c'est-à-dire données les plus récentes aux États-Unis. Donc, le patrimoine net détenu par 50% inférieur est 2,5%. Patrimoine net détenu par 1%, c'est 31%. Dépenses de consommation assurées par les 10% supérieurs, c'est 49%. Donc, c'est eux qui consomment finalement. Valeur boursière détenue pour les 10 supérieurs, c'est 93%. Finalement, tous ceux qui sont riches ont la bourse aussi, qui les enrichit encore plus. Si on continue, on a un chiffre à contester, le débat méthodologique, c'est parce que
c'est quoi qu'on conteste? On considère que ces chiffres-là, peut-être on pourrait les voir d'une façon différente. Je vous laisse lire ces mots-là, enfin ces définitions ici, parce que finalement, il y a euh, pas tout le monde est d'accord sur les statistiques que je viens de vous dire. C'est ça qu'il dit. Ils sont critiquables. Mais ça reste qu'il y a des choses troublantes. Et c'est qu'encore une fois, qui finalement est dans le haut de gamme en termes de pouvoir d'achat et de revenus, lui, son revenu continue à augmenter. Alors que dans la phase, dans l'ensemble inférieur, finalement, de la société, ceux qui gagnent moins ou tout ça, s'ils se retrouvent peut-être avec un salaire qui est fixe, et puis, mais qui est rongé par l'inflation. Si on continue, voilà, implication pour les marchés, la gestion de portefeuille. Donc, dispersion sectorielle observable. Euh, priorité, c'est priorité, c'est cabines. Oui, c'est difficile un peu à expliquer. Mais pendant que les chaînes de restauration rapide voient leur achalandage reculer chez la clientèle à faible revenu, un signal direct de la bifurcation des marges. C'est-à-dire, même là où ça coûte pas cher, on consomme moins. Parce que ils y vont les gens qui n'ont pas de revenus finalement en croissance comme les autres qui sont plus riches. Ensuite, deux, fragilité liée à la concentration boursière. Avec 93% de la valeur boursière détenue par le 10% supérieur, une correction toucherait un nombre restreint de ménages, mais avec un effet de richesse demeurée sur la consommation globale. Donc finalement, s'il y a un cas de récession, probablement les riches, ça ne recède pas, tandis que pour les pauvres, ça recède. Trois, risque de dépendance macroéconomique. La consommation représentant environ 70% du PIB américain, une économie qui s'appuie de plus en plus sur un petit groupe de ménages aisés devient plus vulnérable à un choc boursier ou immobilier. Et ce serait à discuter, à voir ça. Mais quatre, il dit, signal pour l'analyse du portefeuille, suivre les écarts de croissance salariale et de dépenses entre déciles de revenus et d'anticiper les tournants de cycle avant que les indices le montrent comme tel. À présent, est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Non, c'est tout. Simplement que le sujet est que finalement, les statistiques, qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Ils veulent prouver que depuis quelques années, on a une croissance de la différence de croissance d'une partie de la société par rapport à une autre partie. Donc, la partie riche continue à s'enrichir à un rythme important et c'est eux qui consomment essentiellement le plus, tandis que la partie pauvre ne bénéficie pas finalement de l'accroissement de la richesse et leur salaire monte de presque rien et finalement l'inflation mange leur pouvoir d'achat. Finalement, en quelque sorte, c'est le vieux critère, le pauvre devient plus pauvre et le riche devient plus riche. Et voilà. Et ça, c'est pour vous dire c'est quoi une économie en cas. Mais c'est une chose très intéressante à suivre et à regarder. Parce que les gouvernements devraient, on verra finalement qu'est-ce qu'ils pourraient faire les gouvernements pour ça, mais finalement, ça serait un gros débat de politique au moment des élections. Et voilà. Donc, un bel après-midi.